Des cris d'indignation ce matin devant le palais de justice. Les victimes de la crise post-électorale s'opposent à l'ajournement du procès Laurent Gbagbo par la CPI. Célébration officielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la Journée mondiale de l'accréditation, des festivités pour marquer les échanges commerciaux dans le monde. Enfin, les pays occidentaux aujourd'hui face à la Russie, les travaux du sommet annuel du G8 en Irlande du Nord portent sur le dossier syrien. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 2. Les victimes de la crise post-électorale manifestent leur colère. Elles se sont rassemblées ce matin devant le palais de justice pour protester contre la décision de la Cour pénale internationale de ne pas ouvrir pour l'instant le procès Laurent Gbagbo. Vous le savez certainement, les juges de la CPI réclament des preuves supplémentaires avant le 15 novembre prochain. Alors, que revendiquent aujourd'hui les victimes de la crise post-électorale à travers cette manifestation? La réponse avec Hamza Diaby. L'audience de confirmation des charges de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reportée. Les juges de la Cour pénale internationale estiment que le dossier de l'accusation n'est pas suffisamment étayé. Une décision pas du goût des victimes de la crise post-électorale. Ce lundi matin, une journée d'indignation. Une centaine de personnes devant le palais de justice d'Abidjan pour protester. Nous avons estimé, avec toutes les associations des victimes de Laurent Gbagbo, que 3000 morts en Côte d'Ivoire, c'est déjà assez comme preuve. C'est déjà assez comme preuve et je pense bien que c'est cette même Cour pénale internationale qui a demandé de faire un appel à témoins. Et c'est après cet appel à témoins que Laurent Gbagbo a été inculpé. Et nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale demande des preuves supplémentaires. Et pourtant, au niveau de la CPI, ce report n'est pas une nouveauté. Ce cas de figure n'est pas nouveau au niveau de la Cour. Il y a par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba, ou également au niveau de l'audience de confirmation des charges, les juges avaient demandé au procureur de trouver des éléments de preuve supplémentaires. Ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase de procès qui est en cours de nouveau avec Jean-Pierre Bemba. Avant le procès, différentes étapes sont à franchir. Au niveau de la Cour pénale internationale, la procédure elle est un peu longue pour pouvoir donner la chance d'équité à toutes les parties, aussi bien au niveau de la défense que de l'accusation. Lorsqu'il y a un présumé suspect qui arrive à la Cour, il y a d'abord l'audience initiale. Ensuite, il y a l'audience de confirmation des charges. Donc, c'est à cette audience-là que les juges ont 4 cas de figure. Soit les juges confirment les charges, soit les juges infiment les charges, soit les juges essayent de réorienter ou bien d'ajouter des éléments additionnels aux charges, ou alors c'est demander à ce que l'accusation, c'est-à-dire le procureur, puisse apporter des éléments de preuve. L'accusation a jusqu'au 15 novembre pour compléter son dossier. Accusé de crimes contre l'humanité, il est reproché à l'ex-président Laurent Gbagbo d'avoir plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre civile après l'élection présidentielle de 2010. Et toujours concernant l'ex-président ivoirien, un ouvrage intitulé « Notre histoire » avec Laurent Gbagbo a été dédicacé le 13 juin dernier. L'auteur, Alafé Ouakili, décrit les 15 dernières années de la vie politique de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Franck Kouadio. Au fil des pages, la formation d'un récit témoignage. L'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, compté par un journaliste. Alafé Ouakili, ce directeur de publication, présente sa seconde parution. Notre histoire avec Gbagbo, un pan de vie pour appeler à une Côte d'Ivoire réconciliée. Il s'agit de donner mon témoignage, de porter un regard et au-delà passer un message de réconciliation. D'amener les uns et les autres à se parler, à se rapprocher et à dire qu'au-delà de leurs divergences politiques, ce qui les rassemble, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la paix et le bonheur des Ivoiriens est plus fort que ce qui peut diviser. On attend que les leçons soient tirées pour qu'on entre dans la réconciliation. La réconciliation traduite dans les lignes, dans les gestes et par la parole. Le récit témoignage d'Alafé gratte à tous les râteliers de la classe politique ivoirienne et avec une objectivité reconnue par un compagnon de lutte du personnage central de l'ouvrage. La réconciliation est possible, pourvu qu'on ose. Tout le monde pouvait écrire l'histoire de Laurent Gbagbo, sauf peut-être lui. Mais il a osé. Nous croyons connaître Gbagbo Laurent, mais à travers ceux qui sont un peu hors de lui, qui parlent de lui,
Ça nous permet de mieux le connaître peut-être. Nous avons besoin de nous réconcilier. Il faut de la proximité entre nous. Il faut que les distances, aussi bien physiques et intellectuelles que politiques, disparaissent entre nous pour que l'amitié, la fraternité reviennent. Notre histoire avec Gbagbo, un appel à la responsabilité des acteurs politiques ivoiriens. L'auteur entend, à travers une caravane, diffuser l'idée dans tous les espaces de réflexion du pays. L'accréditation comme moyen de facilitation du commerce mondial, c'est le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de l'accréditation le 9 juin dernier. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré aujourd'hui. Il s'agit de sensibiliser les pouvoirs publics et autres opérateurs économiques aux activités liées à l'accréditation. Explications et détails, Grace Kando. L'accréditation, procédure par laquelle une autorité reconnaît des structures de contrôle, est aujourd'hui un passeport. Elle permet aux entreprises d'accéder sans contingence aux marchés les plus exigeants. Voici bientôt 6 ans que le monde entier célèbre l'accréditation. Et pour l'édition 2013, le thème choisi est l'accréditation comme moyen de facilitation du commerce mondial. Les produits que les entreprises fabriquent doivent aller à l'étranger. Et si on n'a pas un fort système d'accréditation ici, c'est-à-dire que les laboratoires, on n'a rien pour prouver que nos laboratoires sont compétents. Arriver à destination, les clients sont obligés de refaire les analyses. Cette journée va nous permettre tous de comprendre et mieux nous porter pour pouvoir, n'est-ce pas, exporter nos produits qui, quand nous regardons, ont des problèmes pour arriver sur le marché mondial. Le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou, exhorte tous les acteurs d'activité à s'inscrire dans cette démarche. Les organismes de contrôle de notre pays sont donc appelés à s'intégrer dans la nouvelle dynamique de relance économique que connaît notre pays. Nous devons tous nous inscrire dans la promotion de la culture de la qualité dans tous les secteurs d'activité. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 5 laboratoires d'analyse et plusieurs organismes d'inspection engagés dans des démarches d'accréditation. Dans cette édition, une autre commémoration, la 23e journée de l'enfant africain a été officiellement célébrée aujourd'hui par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Des festivités pour mettre fin aux mauvaises pratiques sociales et culturelles pouvant affecter les enfants. Reportage Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, des enfants sont encore confrontés à des situations difficiles. Ils sont encore nombreux à ne pas aller à l'école, à ne pas être enregistrés à la naissance. Ils sont également victimes de maltraitance, d'exploitation ou privés d'encadrement. Un tableau dépeint par la 23e journée de l'enfant africain, une commémoration qui vient à point nommé pour des enfants en quête de bonheur. Les parents doivent arrêter de maltraiter leurs enfants, doivent arrêter de faire travailler leurs enfants, car l'enfant est le bien-être des parents. La maltraitance, ça pousse des enfants à faire ce qu'ils n'ont pas besoin de faire. Que je veux dire aux parents d'arrêter de maltraiter nos camarades. Et le gouvernement mesure bien l'importance de cette journée pour l'enfant africain. C'est ensemble que nous devons nous mobiliser pour la protection de l'enfant et pour le respect de leurs droits. Il y va de l'avenir du pays, il y va également donc de l'épanouissement de ces enfants-là et de la relève. Selon l'enquête de santé 2011-2012, seulement 14% d'enfants ont été déclarés à l'état civil à la naissance et environ 58% d'enfants ont effectué un travail dans le cadre domestique. Pour l'édition 2013 de la Journée de l'enfant africain, la Côte d'Ivoire s'engage à bâtir une opinion publique orientée vers la protection de l'enfant. Il faut redynamiser les écoles pour un meilleur rendement scolaire. C'est l'objectif que veut atteindre l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Les membres de l'ISESCO se sont réunis récemment à Abidjan pour réfléchir sur les stratégies. Le point avec Ami Kanga. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture veut favoriser la mutualisation des expériences et des connaissances entre les pays africains francophones membres de la dite organisation. D'où la tenue d'une réunion régionale des secrétaires généraux des commissions nationales et des correspondants nationaux. But visé, le développement de l'éducation, des sciences et de la culture des pays africains francophones. Permettre aux secrétaires généraux de se rencontrer et de se connaître et de voir ensemble
quels sont les plans d'action qui ont été mis en exécution par l'ISESCO dans les États membres. La direction générale maintenant, en adoptant sa stratégie pour les années prochaines, tient compte de ça pour améliorer la qualité des programmes. 11 pays africains membres de l'organisation étaient réunis mardi pour réfléchir et mettre en place des stratégies de redynamisation de ces commissions en respectant les missions de l'ISESCO. Promouvoir le système éducatif dans sa globalité dans les États membres. Autrement dit, participer au développement de l'éducation dans les États membres à travers des différents plans d'action. Voilà. Deuxième objectif stratégique, en Occident, il y a eu des informations sur l'islam. Donc c'est pour combattre ces genres de traitements. L'islam est une religion de paix et de salut. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, la version arabo-musulmane de l'UNESCO, a été créée en 1982 à Fès, au Maroc. Je vous invite à présent à la découverte du marché aux puces de Beaunois dans la région du Sud Comoé. On y trouve des vêtements, des chaussures et autres accessoires pour tous les goûts et toutes les bourses. Les marchands arrivent de partout pour écouler leurs produits à la grande joie, bien sûr, des clients. C'est un reportage de Michel Mambo. Beaunois, cité de l'ananas, cité de la friperie, serait-on également tenté de dire. Car tous les samedis, jours de marché, des centaines de visiteurs se donnent rendez-vous ici, au cœur de la cité, qui à la recherche de pièces rares, qui pour étoffer sa garde-robe. Draps de lit, layettes, jeans et autres accessoires, la marchandise communément appelée yugu-yugu arrive de partout et attire bien du monde. Ceux qui tapent au saut, quand ils sont venus y voir les trous, c'est joli à voir, ils demandent le prix. Si on est tombé d'accord, il peut payer un peu. Arriver à bosser, il peut dire ah, il y a qui tapent Beaunois, voici ce qu'il a envoyé. On est venu voir si on pouvait acheter quelque chose. Maintenant, par rapport à avant, tu crois que c'était devenu cher. Malgré la crise, l'endroit ne désemplit pas. Les commerçants y trouvent donc pour leur compte. Oui, par la grâce, ça va. Ça bouge un peu, mais pas trop quoi. Mais néanmoins, on fait avec. Situé à environ 59 km d'Abidjan sur l'axe Abidjan-Lagos, dans le département de Grand Bassam, Beaunois, traduisé à l'orée de la forêt en langue abourée, abrite plus de 46 000 âmes. En bref, les élections législatives en Guinée-Conakry prévues pour le 30 juin prochain seront à nouveau reportées. Le gouvernement Alpha Condé et l'opposition sont en désaccord sur l'organisation du scrutin. Une grande première dans l'histoire de la Fédération internationale de football association, la Burundaise Lydia Nzekera devient la toute première femme élue pour 4 ans au comité exécutif de la FIFA. Lydia Nzekera est de retour sur le terrain à Bujumbura 2 semaines après avoir bousculé la planète footballistique. À l'occasion du 63e congrès de la FIFA, la Burundaise de 46 ans est entrée dans l'histoire. Elle est la première femme élue au comité exécutif de l'instance fêtière du football mondial. Quand j'ai entendu les résultats lors du congrès, 2 choses me sont venues à l'esprit. Le Burundi, puis ma mère. C'est parce que ma mère m'a pratiquement élevée toute seule jusqu'à l'âge de 30 ans, pendant que mon père était en prison. Pour la première fois depuis la création de la FIFA en 1904, une femme va siéger dans cette salle où se tiennent au moins 2 fois par an les réunions du comité exécutif. Le poste de membre féminin est issu de la réforme 2013 des statuts de la FIFA. Cela porte à 25 le nombre de personnes les plus influentes dans le monde du ballon rond. Lydia Nzekera est bien consciente de cette position privilégiée. Votre position aide les gens à voir quel genre de leader et de personne vous êtes. Si je m'étais vue uniquement comme une femme, tous les hommes s'en seraient rendus compte. Je suis d'abord une administratrice de football et le reste suit. Il y a 1 an, Lydia Nzekera était rentrée dans son pays natal, auréolée du titre de membre coopté du comité exécutif de la FIFA. Mais ce titre n'avait pas suffi à faire le bonheur de cette femme, qui nourrit de grandes ambitions pour le football et aussi pour le Burundi. Barack Obama et Vladimir Poutine d'accord pour un sommet USA-Russie à Moscou début septembre.
Le sommet annuel du G8 en Irlande du Nord a réuni les Russes et les Occidentaux autour du dossier syrien. Et voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Vous pourrez consulter notre site rti.ci.